Et passons maintenant à l'action concrète. Comment les entreprises traduisent réellement leurs engagements en termes de diversité et d'inclusion dans leurs pratiques et leurs résultats. Chloé, vous accompagnez des profils variés dans le numérique. Mmh. Quels sont les obstacles qui persistent malgré les engagements affichés? Déjà, dans le recrutement, il y a encore beaucoup de discriminations qui existent. Je pense par exemple à des profils qui sont en reconversion qu'on accompagne nous avec notre programme Déclic numérique. C'est un programme pour lever les barrières vers ces métiers. On a accompagné plus de 16 000 personnes en 5 ans. Et quand on décide de se reconvertir, il peut y avoir un énorme frein, au-delà du fait d'avoir déjà accès aux connaissances sur ces métiers. C'est en fait simplement le fait d'avoir une première expérience professionnelle, qu'on sorte d'études ou qu'on sorte de formation après une reconversion. Et donc ça, malgré le fait que beaucoup d'entreprises se disent très ouvertes, accueillir des profils qui sont en reconversion, c'est pas toujours évident. Et nous, dans le cadre du programme, alors je fais pas de la pub, mais le truc qui est intéressant, c'est que quand on regarde les personnes concernées, on a 15% de personnes en situation de handicap qui ont suivi le programme des clics numériques, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes aussi de plus de 40 ans. Enfin, les statistiques montraient vraiment que les personnes qui avaient besoin de ce programme étaient dedans. Et donc, beaucoup se sont confrontés quand même à des difficultés pour entrer au sein de l'entreprise. Donc je pense qu'une des manières de changer la donne, c'est de diversifier déjà le visier de recrutement et d'accepter en fait de s'ouvrir finalement à des profils qu'on n'aurait pas forcément interrogés dès le départ, laissés entrer dès le départ, parce qu'ils sont pour beaucoup, beaucoup plus résilients que la moyenne. Hmm. Michael, dans l'industrie ou des secteurs plus traditionnels que vous représentez aujourd'hui, certaines entreprises hésitent encore à franchir le pas. Quels sont les principaux freins? C'est la culture d'entreprise qu'évoquait Thomas tout à l'heure, une pression économique. Pression économique, je crois pas. C'est tout ça. Alors, je représente l'industrie, mais aussi le domaine de la tech, hein. On Hmm. développe des logiciels chez Schneider, donc très intéressé par les profils proposés Diversité. et par Diversidays. Je pense que c'est beaucoup l'inadéquation entre les viviers, justement, et les profils que l'on recherche. Je vais donner un exemple très simple. Oui. On est globalement une entreprise d'ingénieurs chez Schneider. Nous recherchons des femmes ingénieurs, et dans les écoles, il y en a à peu près 20% en moyenne dans les promos. Donc combien même on aurait une volonté très claire et qu'on exprime d'aller en recruter, il y a tout simplement insuffisamment de femmes dans les écoles d'ingénieurs pour qu'on puisse tout à fait atteindre nos objectifs en la matière. Donc l'inadéquation profil et vivier, formation, souvent, c'est un des obstacles que nous on rencontre très concrètement. Hmm. Là-dessus, justement, si je peux réagir, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on a fait avec Soprasteria. Alors, c'est tout nouveau et on était très content de porter ce truc qu'on considérait comme assez avant-gardiste. C'est que avec Steria, on a travaillé sur la création d'une promo avec l'EFRE, qui est donc une école d'ingénieurs. Mmh. Et on a créé une promo à Bac+2 pour des développeurs concepteurs d'applications. Le truc génial, c'est qu'en fait, on a décidé de créer une promo où on prenait à Bac+2 et pas à Bac+3. On a décidé aussi d'être très attentif au fait qu'il y ait des personnes en situation de handicap, que ce soit 100% paritaire. On s'est rendu compte qu'à l'issue de la formation, on avait 95% de taux de réussite. Donc en fait, c'est un exemple. Et ce qui était super là-dedans, c'était surtout le fait que les personnes qui passaient par la promotion avaient une alternance directement chez Soprasteria. Et donc, ça nous permettait de lutter contre l'un des premiers freins, qui est le fait d'avoir une première expérience professionnelle dans le domaine. C'était une première. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire avec Il faut nos beaucoup acteurs. plus de promos. Voilà, exactement. Il faut qu'on multiplie ça parce que vraiment, ça permet une insertion professionnelle directe et donc de lutter contre les biais dès le début. Et l'alternance, c'est un très bon levier. De fait, on s'aperçoit que les freins qu'il peut y avoir sur le CDI, etc., sont beaucoup moins présents, beaucoup plus faciles à lever sur l'alternance. Et finalement, l'alternance, c'est un premier pied dans l'entreprise. Dans les métiers intellectuels, puisque là on parle notamment de métiers tech, il se trouve que Norcis, on est dans le même univers. Le problème de vivier, en fait, il est assez global, puisque on sait que dans les écoles, dans les grandes écoles, les écoles qui permettent, par exemple, de faire des masters, etc., de toute façon, il y a déjà un problème de représentation de la diversité. Il y a moins de quartiers issus de personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, etc. Donc après, nous, au niveau de l'entreprise, on peut essayer de mettre en place des mécaniques pour, je dirais, corriger cela. Nous, il se trouve qu'on a été une des toutes premières entreprises en France à mettre du CV anonyme en place,
Premier constat, c'est que si l'outil peut être intéressant, derrière, encore faut-il que, une fois les pieds dans l'entreprise, les personnes qui font passer les entretiens aient travaillé sur leurs propres biais potentiels, sur leurs propres préjugés. Donc, on a ensuite créé une formation pour lutter contre les préjugés. Et peut-être faut-il aussi essayer d'avoir des équipes de recrutement qui elles-mêmes sont représentatives d'une certaine diversité. Parce que si elles sont très Et qui uniformes dans sont leur elles-mêmes profil, formées aussi. alors on a Ouais, peut-être un problème. Alors que si elles sont dans une forme de diversité, qu'elles se retrouvent entre elles pour avoir des avis divergents parfois sur les personnes qu'elles rencontrent, je pense que l'entreprise en sort gagnante à la fin et les personnes issues de la diversité aussi. Et vous mettez en place des formations sur les biais Oui, chez Schneider? pour les salariés, les managers, une population très importante évidemment, et les équipes de recrutement. Et en quoi elle bien consiste, sûr. cette formation, exactement? Formés aux différents biais potentiels, conscients ou inconscients, qu'on peut avoir, et les moyens d'en tenir compte et de les contourner dans le Mais processus surtout de inconscient. recrutement notamment. oui. Et c'est Surtout c'est inconscient. essentiellement inconscient. Ouais. Mhm. La formation, elle est d'ailleurs absolument essentielle parce qu'on se Ouais. rend compte que la diversité, elle est parfois, enfin, les politiques diversité sont très mal comprises aussi. Donc, la question de la communication à destination des salariés, de la sensibilisation et de la formation, parce qu'il faut aussi penser aux différences de taille des entreprises. Mhm. Certaines entreprises où c'est génial et on a la possibilité de former l'intégralité des Mhm. collaborateurs à ces enjeux. Dans d'autres, ce seront davantage les managers. Mais le fait déjà de sensibiliser et de communiquer, c'est Mhm. absolument essentiel. Sarah, vous travaillez sur la certification B Corp pour pousser les entreprises au-delà des engagements symboliques, justement. Quels signaux permettent de distinguer une politique vitrine qu'on évoquait en introduction d'une transformation véritable? Eh bien, beaucoup de signaux. C'est vrai que nous, en fait, on va aller regarder les engagements des entreprises sur les sujets diversité et inclusion à différents endroits. Et c'est tout l'intérêt, puisqu'en fait, on ne va pas du tout se restreindre au recrutement, parce que recruter des profils qui vont être qualifiés de diversifiés, c'est très intéressant. Mais une fois qu'ils sont dans l'entreprise, il faut surtout savoir les garder et faire en sorte qu'ils restent. Mhm. Donc, on va travailler sur le recrutement inclusif, mais on va aussi travailler sur les conditions de travail, sur la culture d'entreprise, sur tous les petits éléments et tous les facteurs qui vont faire en sorte que cette personne qu'on a eu tant de difficultés à recruter reste bien dans l'entreprise. Mhm. Et là-dessus, c'est justement ce qui est intéressant par rapport aux formations, à la sensibilisation. C'est effectivement très important et essentiel, mais il faut que ce soit un outil parmi d'autres dans une boîte à outils sur les sujets de diversité et inclusion. Mhm. Parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a des récentes études qui sont sorties. La réalité, c'est que les formations au biais inconscient, en fait, n'ont pas réellement d'impact sur les pratiques des entreprises si cela ne donne pas lieu à des processus qui sont mis à jour au sein des entreprises. Il y a un comparatif qui me venait à l'esprit, c'est que si on compare ça à la fresque du climat, on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui ont été formées à la fresque du climat, qui ont Oui. été sensibilisées à ces enjeux. Pourtant, la réalité est que les engagements ou les avancées des entreprises sur les sujets de développement durable, on n'est pas si bien que ça. Mhm. Donc la diversité et l'inclusion, c'est pareil. Faire des sensibilisations uniquement, ça ne suffit pas. Faire des chartes volontaires, sans engagement, sympa, mais ça suffit pas. Et pareil sur les campagnes de communication, mettre des profils différents sur une campagne de communication externe, c'est très intéressant, mais ça suffit pas. J'avais le cas il y a quelques temps, une amie me racontait, elle souhaitait s'acheter du fond de teint en fait, et elle s'est intéressée à une marque de semi-luxe qui proposait un fond de teint et qui avait une égérie qui est Lupita Nyong'o, Mhm. qui est donc une actrice qui avait une carnation foncée, qui est Mhm. égérie de cette marque. Et donc elle est allée en magasin pour demander le fond de teint, et ils lui ont dit qu'en magasin ils ne vendaient que les teintes claires, Mhm. malgré le fait qu'ils avaient cette égérie et qu'il y avait des panneaux et des affiches partout dans Paris. Mhm. Donc les actions cosmétiques, c'est très mignon, Ouais. mais Au en fait, sens ça ne propre. fait Oui, pas... clairement. Eux, c'est Dans leur tous les métier, sens du alors. terme, Ouais. ça suffit pas, en fait. Mais Et par, au bout d'un moment, ça finit par se voir, surtout. Par l'impact, hein, Sarah l'a évoqué tout à l'heure, ce que mesure, et donc nous on y est contraint, enfin on s'y est contraint d'ailleurs avec Norcis de viser la certification B Corp, c'est qu'on regarde beaucoup le résultat. Et en la matière, on évoquait tout à l'heure le fait par exemple de pouvoir mener des enquêtes anonymes. Je pense qu'elles doivent aussi être menées vis-à-vis de la perception des salariés sur ce qu'elles vivent dans l'entreprise, pas que pour essayer de capter une forme de diversité, de représentativité. C'est-à-dire par exemple de questionner les équipes de façon anonyme, hein, pour garder une sincérité dans la réponse, leur perception de l'inclusivité dans l'entreprise, de capter si parmi les équipes, certaines personnes ont subi, ont vécu des cas de discrimination. Mhm. Et c'est à l'aune de ces résultats-là qu'on peut commencer. Et à ça, vous le mesurer. faites régulièrement chez Norcis? Alors on essaie de le faire notamment tous les 2 ans dans le cadre d'une enquête très exhaustive qu'on fait sur beaucoup de sujets avec une centaine de questions qui sont adressées à nos équipes.
Mais ça se passe au niveau de nos équipes, ça pourrait aussi se passer au niveau des parties prenantes, de discuter avec les clients. Mais on est souvent obligé de passer par des anonymisations pour garantir la fiabilité de la réponse qui est donnée. Simplement, l'avantage, c'est que du coup, on ne regarde pas que la part de personnes formées avec aucune garantie en fait sur l'impact que ça a derrière ou l'existence d'un dispositif de CV anonyme. On regarde comment cela a fait changer les perceptions et les regards des équipes qui en sont destinatrices. Et là on a mené, nous, un observatoire de l'inclusion en interne, mais comparé à d'autres entreprises. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de se mesurer par rapport à d'autres sur certains thèmes. Ça ressemblait à quoi concrètement? Une enquête, exactement, Ok, comme l'avait évoqué Thomas, avec des réponses anonymisées, évidemment, et portant sur les différents axes, on va dire, de l'inclusion. Et un des éléments qui ressort, en tout cas, de l'enquête, c'est que plus l'entreprise présente des initiatives ou des événements ou des communications sur des sujets variés de l'inclusion. Alors, on a parlé du handicap, de la diversité homme-femme, de l'origine sociale, etc. Plus le sentiment d'inclusion est fort. On pourrait penser que c'est un petit peu gadget, tel événement ou telle communication. Finalement, plus c'est varié, plus les personnes, de manière générale, se sentent intégrées, incluses dans l'entreprise. Et néanmoins, a posteriori, après avoir mené cette enquête en interne, est-ce que vous avez pris des mesures? Des mesures en ont découlé? Il y a des axes qu'on avait probablement moins travaillés. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, sur les seniors, ça a été pendant longtemps peut-être sous-traité dans nos politiques. Ouais. Et du coup, depuis, on a lancé un programme, d'ailleurs mondial, sur l'emploi des seniors chez Et donc Schneider. ça, c'est quelque chose que vous avez décidé de mener régulièrement chez Schneider? Exactement, ouais. Chloé, quelles sont les conséquences concrètes du manque de diversité dans le secteur du numérique? Est-ce que vous le mesurez? Déjà, je pense on a plein de témoignages au quotidien là-dessus, et je pense qu'il y a quelque chose auquel on peut tous se référer, c'est que quand on se sent pas bien dans une entreprise, quand on a l'impression qu'on ne peut pas être soi, c'est quelque chose qui est très présent, notamment une campagne super qui avait été faite par l'autre cercle qui montrait que c'était super dur de mentir à la machine à café en disant qu'on était avec son conjoint et pas sa conjointe, ou en essayant d'inventer des choses pour lutter contre la peur qu'on a d'être soi-même en entreprise. Donc ça, c'est déjà un exemple, je pense, très, très présent, très prégnant de ce qui peut se passer quand on se sent différent, tout simplement. Donc je pense que c'est pour ça que quand on me dit justement ça peut sembler gadget, la communication, etc., non, elle participe à un sentiment d'inclusion qui peut être fort. Mais en tout cas, par rapport à la tech, par rapport au numérique, il y a aussi un rôle, je pense, que les médias, que les entreprises, que tout le monde a à jouer, et ça reste encore aussi cette logique de communication, c'est de montrer d'autres profils de réussite, justement. Tout à l'heure, on a évoqué le mot tabou. Et en fait, je pense que le simple fait de poser des questions aux équipes sur les sujets qu'on est en train d'évoquer là, c'est une façon de commencer à faire bouger les lignes. Par exemple, sur l'homosexualité que Chloé vient de mentionner par le biais de sa question, on peut mettre en place tout un tas de dispositifs. Le simple fait de demander aux individus s'ils pensent avoir pu avoir une forme de jugement vis-à-vis d'une personne qui serait potentiellement, par exemple, homosexuelle ou une autre orientation, quelle qu'elle soit, ou si des personnes ont subi des discriminations là-dessus, c'est déjà commencer à faire passer des messages auprès des équipes sur le fait que la direction de l'entreprise a un souci de ce sujet-là, et ça peut commencer à faire bouger des lignes. Donc ça peut être déjà très puissant en fait de mener des enquêtes sur ces sujets-là, ne serait-ce que pour semer les graines avant de commencer à imaginer par exemple la mise en place de dispositifs, de cercles de parole, de formation, de fresques, et j'en passe. Oui. Chloé, justement, sur ces résistances culturelles que vient d'évoquer Thomas et qui peuvent freiner l'inclusion, est-ce qu'il y a des stratégies, des outils qui permettent ou que vous promeuvez chez Diversity Days pour faire évoluer la culture d'entreprise et impliquer justement les managers, les équipes, ce dont on parlait tout à l'heure? En fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites. C'est ça qui est génial, c'est la bonne nouvelle. Par rapport à ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise, il y a un truc déjà, c'est, je pense, de se dire qu'on est dans une sorte de communauté de destin tous ensemble. C'est de comparer. On disait qu'il y avait certaines discriminations, certains critères de discrimination qui n'étaient pas comparables. En fait, si parfois avoir cette vision un petit peu globale des choses, ça permet de dire, en fait, quand on vient de zone rurale ou de quartier, on peut avoir vécu la même chose. Quand on s'est senti exclu ou qu'on n'a pas osé montrer son
orientation sexuelle au sein de l'entreprise, on peut avoir eu le même sentiment, le même syndrome de l'imposteur parfois. Enfin, c'est pas de comparer l'incomparable, mais c'est de dire il peut y avoir quelque chose de commun quand on vit des obstacles. Et ça, je pense que c'est déjà une première bonne étape dans le chemin, finalement. On a aussi, nous, créé avec Diversity Days un festival qui s'appelle Unique et qui permet de parler de ces sujets un petit peu différemment que ce qu'on peut faire. Dont la aussi, première édition était l'année dernière, non? Alors, la première édition a eu lieu à l'Olympia en 2021. Non. 2024, c'était la première édition au format festival. Et on va pas tarder à repartir sur une nouvelle édition. Et c'est une manière de parler de ça un petit peu différemment, de façon beaucoup plus joyeuse, ludique, festive. Ça peut être une manière d'amener le sujet différemment. Dans ce festival, il y a justement des espaces qui sont dédiés à l'emploi, à la reconversion professionnelle, à l'éducation, à l'orientation. Il y a des conférences, il y a la possibilité de se rencontrer, d'échanger un petit peu différemment. Et il y a aussi plein de surprises. Il y a de la musique, il y a de l'humour. Enfin, voilà, c'est un joli concentré. Et donc, ça peut être sympa de s'y associer s'il y a d'ailleurs des entreprises qui veulent être présentes. On est le message est passé. preneurs. Sarah, toujours sur cette notion de résistance culturelle, comment impliquer les managers dans la transformation inclusive? Je pense que, comme le disait Thomas, c'est vraiment très important d'embarquer les managements et tout ce qui est aussi direction, COMEX, dans les différents temps de sensibilisation ou de fresques qu'on peut avoir. Mais c'est aussi important qu'ils soient tenus, on va dire, non pas responsable, le terme est un peu fort, mais qu'ils soient... Ils donnent le là, quelque part. Qui donnent le là, effectivement. Dans nos standards, ce qui est intéressant, c'est qu'on va demander, par exemple, si l'entreprise a une politique de diversité et inclusion, qu'elle soit validée et qu'elle soit suivie par le plus haut comité de direction ou le comité exécutif de l'entreprise. Donc l'idée, c'est que ce soit pas quelque chose qui soit géré juste par une personne en charge des RH toute seule, isolée, mais que ce soit quelque chose qui soit géré au niveau... C'est bien de pas tout mettre sur les RH, effectivement. Non, justement, parce que c'est pas seulement un problème RH. Non, mais comme la parole des leaders, c'est il faut que ce très soit important. vraiment transversal et abordé par tous les postes de l'entreprise. Ça peut être un sujet de RH, mais la diversité et l'inclusion, ça peut aussi être un sujet de R&D sur comment est-ce qu'on peut revoir ces produits ou ces services pour qu'ils soient plus inclusifs. On en a parlé, mais c'est un sujet de communication, que ce soit de la communication externe ou de la communication interne, quand on est sur le sentiment d'appartenance des collaborateurs et collaboratrices. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose qui soit transversal à tous les métiers de l'entreprise et qui soit chapeauté par l'instance dirigeante la plus élevée de l'entreprise. Absolument, et si je peux compléter, dans l'étude qu'on avait menée avec PwC France et Maghreb, on se rendait bien compte de quelque chose, c'est que le manager est considéré comme à la fois celui vers lequel on se tourne quand on est discriminé, mais aussi celui qui peut perpétrer les discriminations. Donc il y a ce rôle très paradoxal, et c'est pour ça que c'est aussi important de former au maximum les managers. Je rajouterais deux choses. Nous, on associe les managers, mais aussi l'ensemble des salariés, dans les politiques de rémunération, à l'atteinte d'objectifs environnementaux, mais aussi d'engagements sociétaux que l'entreprise peut prendre. Donc ça, c'est un moyen de dire que je sois sensible au sujet ou pas, il faut qu'on y travaille tous, parce que quelque part, j'en bénéficie aussi. Et l'autre élément, au-delà de la formation, c'est de pas laisser passer quand il y a un écart par rapport à ces orientations. Et là, on a des systèmes, alors nous on appelle ça Trustline, mais on peut signaler de façon anonyme ou pas des comportements qui sont déviants par rapport à ces orientations. Il y a une enquête. L'avertissement, c'est à la fin, éventuellement. Mais au début, il y a une enquête interne qui est menée par une personne indépendante de l'organisation du salarié ou du manager en question. Donc, moi, j'ai été enquêteur interne et j'allais parfois dans une usine ou dans un centre de R&D sur un cas qui avait été signalé. Et in fine, il peut y avoir des sanctions le cas échéant. J'aimerais en fait partager une expérience qu'on a menée chez nous. Alors, en l'occurrence, c'était sur la quête d'une parité entre les femmes et les hommes dans des instances de gouvernance, de décision de l'entreprise.
en mettant en place des dispositifs plus volontaristes pour y parvenir dans un métier où, on l'a dit, hein, en école, on est à moins, je crois qu'on est même à moins de 15% de public féminin dans les formations des cursus numériques. Mmh. Nous, aujourd'hui, nos effectifs, on se situe autour de 27% de femmes dans les effectifs, mais l'exemple que je vais prendre pourrait vraiment se répliquer sur d'autres types De secteur. pas de secteur, mais je dirais de sujets d'inclusion. Mmh. Et en fait, sur le public des femmes, ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc on a voulu permettre et favoriser l'identification de profils à potentiel qui pourraient aspirer à devenir des managers, des cadres, des rôles de direction. En fait, on n'y arrivait pas bien. Et donc un jour, en creusant davantage le sujet, on a initié, enfin un collectif de femmes en fait a initié un projet qui s'appelait Girl Power. Et donc le but, c'était qu'entre elles puissent commencer déjà à mettre sur la table tous les freins qu'elles rencontraient, etc. Et parmi ceux-là, il y en a un qui était complètement exogène à l'entreprise, qui était, alors je vais faire un raccourci un peu caricatural, mais qui ressemblait vraiment à ce qui était évoqué. C'était, en gros, avec la charge mentale qui est la mienne au niveau du foyer, je ne me donne pas la possibilité d'avoir ce niveau d'ambition dans le monde professionnel. Mmh. Parce que si je finis tard, et ben, qui va aller chercher les enfants, ce genre de situation. Et donc, en fait, ce que ça nous a permis d'identifier, c'était le fait qu'on ne pouvait pas se satisfaire de réflexions internes à l'entreprise, qu'il y avait un sujet plus global, et que donc, pour vraiment traiter le sujet, il fallait peut-être qu'on réunisse autour de la table des acteurs extérieurs à l'entreprise pour créer les conditions qui allaient permettre une vraie diversité, une vraie accession, par exemple, à des postes à responsabilité. Et j'insiste, cet exemple-là pourrait vraiment être répliqué sur la diversité des origines, des âges, etc. Et Mmh. donc, ça a été assez marquant parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même en essayant de créer toutes les conditions avec les formations sur la lutte contre les préjugés, avec du CV anonyme, etc., on n'était pas encore au rendez-vous. Ouais. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui nous dépassait. Et le sujet, c'est pas de se dire, bon, bah, du coup, on ne fait rien. C'est plutôt de se dire, on est peut-être un lieu où on peut créer les conditions d'un dialogue qui n'existe pas ailleurs. Mmh. Et c'est pour ça que je disais en début d'émission, je pense que, voilà, vu la tendance dans notre société, l'entreprise peut devenir un espèce de bastion d'échanges bienveillants, ouverts d'esprit entre des individus qui ne se côtoieraient pas en dehors de l'entreprise. Mmh. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on dézoome un peu. Sarah, comment les entreprises françaises naviguent-elles dans un contexte international où certaines sociétés américaines reculent sur ces sujets? Est-ce que c'est contagieux? Mhm. Question assez compliquée. Quels sons de cloche est-ce que vous avez, vous, en tout cas? Bah, je pense qu'il y a 2 façons dont on peut aborder le sujet. Il y en a certaines qui vont dire qu'effectivement c'est un risque et le signe qu'il faut arrêter d'aller sur les sujets de diversité et d'inclusion. Mmh. Personnellement, je vois plutôt ça comme une opportunité, dans la mesure où, et on le voit quand on a des discussions sur le sujet des statistiques ethno-raciales, en fait, on a tendance à prendre ce qui se fait outre-Atlantique et à vouloir le copier-coller Mmh. sur la France. Donc on veut faire ça avec les statistiques ethno-raciales où notre comparaison de référence, c'est toujours ce qui se passe aux États-Unis. On va avoir ça aussi sur les justifications des sujets de diversité et inclusion où pareil, on va utiliser le business case américain qui vient associer diversité et performance, Mmh. alors que en réalité, il faudrait vraiment que l'on arrête de reproduire le modèle américain, parce qu'on le voit très clairement, il est en crise, ça ne fonctionne pas. Dès qu'il va y avoir des retournements économiques, on va stopper les politiques de diversité et inclusion, comme on le voit aujourd'hui avec l'élection, enfin la réélection de Donald Trump. Et je pense qu'au contraire, ça devrait être une opportunité pour créer une approche des sujets de diversité et inclusion qui soit plus spécifique à la France, qui soit ancrée justement dans notre histoire, dans notre culture, dans notre société, et avoir quelque chose qui soit... Parce que ça ne fonctionne pas de répliquer, en fait. Parce que ça ne fonctionne pas, effectivement. Tout l'argument sur la diversité amène plus de performance qui a été porté, on le voit, par des cabinets de conseil états-uniens et qui a été amené en France. La réalité, c'est que, en fait, la recherche académique l'a prouvé, c'est faux. Rien ne dit que la diversité apporte plus de performance à l'entreprise. Donc, toutes les méta-analyses montrent que les effets sont faibles, voire inexistants, et pour autant, on met énormément de pression sur les personnes ensuite qu'on va recruter dans le cadre de processus ou de procédés ou de politique diversité-inclusion en se disant que la diversité doit être rentable. Donc déjà, c'est faux, ça ne fonctionne pas, les études le prouvent, ça ne fonctionne pas, mais en plus de ça, c'est ultra dangereux parce qu'en fait, on va faire dépendre une question de justice, d'éthique et de dignité, on en fait un critère de rentabilité. Mmh. C'est-à-dire que si demain on se rend compte que la diversité diminue la performance, on fait quoi? On arrête, on vire toutes ces personnes? Oui, oui. Comment- Oui, c'est un peu cynique C'est dans clair l'approche. qu'on ne sert pas la performance économique directement en faisant de la diversité, ça c'est clair. Et c'est surtout pas pour cette raison qu'il faut faire de la diversité. Oui. Ça, je partage complètement ce que vient de dire Sarah. Maintenant,
il faut quand même que, et c'est pour ça que j'utilisais d'ailleurs l'argument tout à l'heure, je pense que la bonne raison de faire de la diversité, en réalité, c'est plus on est représentatif de la société dans laquelle on s'inscrit, dans laquelle on opère, plus on va se montrer résilient à des Mm. contextes mouvants. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Plus on va comprendre cette plus société. on va la comprendre, plus on va, voilà, plus on va Et se préparer s'inscrire à dans ces une, évolutions. s'inscrire dans l'innovation également. Enfin, il y a cette dimension-là. Quand on parlait justement des produits tout à l'heure, je pense que s'il y avait suffisamment de personnes dans les équipes qui étaient plus représentatives justement des consommatrices et des consommateurs au global, Mm. on éviterait ce genre d'écueil. Donc en fait, au-delà de la performance économique pure et dure, Mm. il y a aussi l'idée que sur le long terme, et notamment dans un contexte où l'IA augmente beaucoup la capacité à réunir des expériences de vie différentes qui peuvent être liées à des singularités, ça a quand même un impact sur ce que l'entreprise peut produire de meilleur. Mm. Dans une soirée assez marquante, là, il y a 2 semaines, enfin mi-novembre, la Regen Night, il y a eu l'intervention d'une asso maintenant assez connue qui s'appelle Banlieue Climat, avec des jeunes qui sont venus porter un plaidoyer assez poignant dans une audience qui était dans une certaine forme d'endogamie sociale, malgré elle, hein, très sincèrement, c'est pas du tout mal intentionné, mais c'est une réalité. Et Ouais. c'était marquant parce que ces jeunes ils ont dit en fait, nous on doit tellement batailler plus dur pour Ouais. arriver à accéder au même niveau de compétences, de formation et de postes que vous, que déjà les chocs on sait les encaisser. On est beaucoup plus résilient et en plus on est beaucoup plus créatif parce qu'on n'a pas le choix. Et Mm. donc, par exemple, dans l'innovation, faites appel à nous parce qu'on va penser différemment de vous et on peut vous amener des idées Mm. nouvelles que vos équipes arrivent peut-être plus à identifier parce qu'elles sont trop enfermées dans leur fonctionnement Mm. historique. Et puis c'est un enjeu aussi clair dans la question de comment on fait société aujourd'hui. Il y a une étude qui est sortie le 1er décembre justement menée par IFOP et l'ascenseur qui indiquait quelque chose de super intéressant et de terrible à la fois. Il y a 64% des jeunes qui estiment que la justice sociale n'existe pas, qu'on est dans un pays foncièrement injuste. Donc en fait, il faut aussi que l'entreprise, en tant que acteur essentiel dans notre pays, Joue sa part. puisse agir Mm. sur ces sujets. Miguel, le mot de la fin vous reviendra sur ce... en tout cas pour le débat, non, mais sur ce recul de certaines sociétés américaines. Est-ce que vous sentez que vous, entreprise française, vous devez résister sur ces sujets? Alors, on est une entreprise française, mais aussi mondiale. Oui. On opère dans En tout cas, la ce pays. filiale Donc, française. Est-ce évidemment, que vous il y a, résistez? il y a des éléments sur lesquels, aux États-Unis, on s'adapte Ouais. au contexte actuel. Mais oui, je crois que de manière générale, les Européens et les Français, on a trop peur de tout, y compris de nos valeurs, et qui sont pourtant à mettre en avant et partagé par beaucoup d'autres pays en Europe. Donc je pense qu'on devrait s'assumer un peu plus et continuer à faire ce qu'on fait si on pense que c'est la bonne chose. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre, bien sûr. On passe à notre dernière séquence, Paris d'avenir.